Bonjour à tous. Donc effectivement, nous allons voir ensemble plus particulièrement les composés, les substances chimiques que l'on retrouve en forme gazeuse lors de l'impression 3D plastique. Donc pour commencer, quelques éléments de contexte. Donc comme vous l'avez vu tout au long de cette matinée, la fabrication additive plastique est en fort développement depuis 2010. Pour autant, on connaît depuis de nombreuses années différents procédés de transformation à chaud des matières plastiques, que sont l'injection, l'extrusion et le thermoformage, et qui nous permettent de fabriquer jusqu'ici toutes les matières plastiques du quotidien. Donc les produits de dégradation de ces plastiques sont connus et référencés par différentes études, dont une étude de l'INRS qui a permis d'alimenter la base de données plastique, risque et analyse thermique qui est présente sur le site internet de l'INRS. Dans le cas de l'impression 3D à fil chaud, on va se retrouver quasiment dans le même type de procédé puisqu'on est en présence de l'extrusion de matières plastiques et pour des températures qui sont le plus généralement inférieures à 300 degrés sous air, on va se retrouver en présence de libération de monomères résiduels et des produits d'oxydation qui leur sont associés puisque pour ces températures assez faibles, la molécule de polymère ne sera pas transformée. Donc la technologie de fil chaud est la première technique à laquelle on s'est intéressé, mais on a également regardé les composés, les substances chimiques libérées pour la photopolymérisation, puisqu'il y a actuellement peu d'informations sur les émissions de COV. Donc, je vous l'ai dit, dans un premier temps, on a regardé les substances chimiques qui sont libérées lors de l'impression 3D à fil chaud et on a pris comme exemple l'impression d'une pièce que vous voyez ici sur la photo, un porte-téléphone, une pièce qui est en ABS. Donc, l'ABS qui est constituée de 3 monomères, l'acrylonitrile, le butadiène et le styrène. Donc, dans ce cas particulier, la pièce à imprimer pèse 25 grammes et à l'intérieur de l'enceinte de l'imprimante 3D, on a réalisé différents types de prélèvements, des prélèvements actifs sur support adsorbant qui permettent d'identifier les composés libérés et également de conduire une semi-quantification sur les concentrations totales en COV. On a également réalisé des prélèvements actifs de manière à doser différentes substances comme le benzène, toluène, éthylbenzène, xylène, les aldéhydes et l'acétone. Enfin, grâce à une analyse en temps réel, un analyseur en temps réel qui s'appelle PTRMS, on a conduit une analyse des COV libérés tout au long de la fabrication de cette pièce d'impression, cette pièce en ABS. Donc voilà, les tubes de prélèvement, tube screening, nous ont permis en premier lieu d'identifier différentes substances chimiques qui font partie des familles des aldéhydes, certains aromatiques, certains composés oxygénés et quelques autres composés de nature différente. L'ensemble de ces prélèvements nous a permis de semi-quantifier et d'estimer à environ 0,7 à 0,9 mg par mètre cube de COV totaux libérés lors de la fabrication de cette pièce en ABS. Plus spécifiquement, les prélèvements sur charbon actif et cartouches de silice imprégné nous ont permis de quantifier la quantité de benzène, toluène et éthylbenzène libérés et également de certains aldéhydes et de l'acétane. Donc, en ce qui concerne les BTUX, on est en dessous des 0,1 mg/m3 à l'intérieur de l'enceinte de l'imprimante 3D. Et dans le cas des aldéhydes, on est à chaque fois inférieur à 0,05 mg/m3 de substance. Donc là est reporté sur le graphique les résultats de l'analyseur en temps réel qui nous permet donc de suivre, comme représenté sur le graphique, les concentrations de différentes substances en fonction du temps. Donc le temps de l'impression de la pièce que vous avez vue tout à l'heure sur la photo. La première étape où on voit ici la formation d'un pic avec en priorité la présence de benzène, d'éthylbenzène et de styrène. Cette étape où on observe un pic correspond à la fabrication du support de la pièce en ABS. Ensuite, les concentrations diminuent sur un plateau inférieur à 20 ppb à l'intérieur de l'enceinte de l'imprimante. Pour caractériser les émissions d'autres matières plastiques, parce que vous l'avez vu ce matin, l'impression 3D plastique utilise une grande variété de matières différentes. On a choisi l'analyse thermogravimétrique qui nous permet en fait de chauffer un échantillon de plastique d'environ 5 mg jusqu'à la température d'intérêt et ensuite de tenir un palier de 30 minutes.
Donc, à l'intérieur de ce four, on balaye l'échantillon avec un flux d'air et c'est en sortie de ce four qu'on vient placer la ligne de prélèvement du PTRMS. On va ainsi pouvoir suivre en temps réel l'émission des composés. Et vous voyez en bas, pour 9 matières différentes, à des températures d'utilisation les plus couramment utilisées, on a pu classifier les différentes substances chimiques libérées dans les principales familles de composés chimiques. Comme vous le voyez en haut à droite sur l'échelle, plus la sphère est importante et plus le nombre de composés présents dans cette famille va être important. Donc on peut voir par exemple pour les matières plastiques à base de styrène, telles que l'ABS, l'ASA ou le HIPS, on va avoir majoritairement la formation d'aromatiques et d'aldéhydes, également la libération de monomères, puisque le styrène est le composé majoritaire qui se libère. Et pour d'autres types de matières plastiques, on va avoir des émissions très différentes, avec en priorité des composés oxygénés. Par contre, un point commun à toutes ces matières, c'est qu'on retrouve systématiquement la présence d'au moins un ou plusieurs aldéhydes dans les substances libérées. Donc on va voir maintenant, j'ai pris 4 exemples parmi ces 9 matières, on va voir plus particulièrement ce qui se cache derrière ces différentes sphères. Donc j'ai pris comme exemple le suivi en temps réel donc de la chauffe de l'ABS et du HIPS, qui sont 2 polymères styréniques. Donc dans le cas de l'ABS, la chauffe a conduit à 275 degrés Celsius et ensuite maintenu pendant 30 minutes. Vous voyez sur la courbe en rouge pointillé la température. Et on voit qu'à partir de 100-150 degrés, on commence à avoir la libération de styrène et d'autres produits aromatiques. Pour des températures plus élevées, on a majoritairement la libération d'acrylaldéhyde et d'éthylbenzène. On observe un profil assez différent dans le cas du HIPS, qui lui a été chauffé à 255 degrés. Le premier composé qui se libère, c'est le styrène pour des températures inférieures à 150 degrés. Il est ensuite suivi par l'émission d'acrylaldéhyde avec une forte émission d'éthylbenzène, représentée ici en orange, vous le voyez, pour des concentrations beaucoup plus élevées et qui durent beaucoup plus longtemps dans le temps. J'ai pris également comme exemple 2 matières plastiques très différentes, le PVC et le polyamide 12. On retrouve ici des substances tout à fait différentes aux polymères à base de styrène, puisqu'on voit ici la libération majoritaire d'acrylaldéhyde dans le cas du PVC, chauffé à 230 degrés. Et on voit également à partir de 10 minutes de chauffe, donc pour des températures plus importantes atteignant 230 degrés, la présence de méthacrylate de méthyle, d'acrylate de méthyle et d'acétaldéhyde. Dans le cas du polyamide 12, on va avoir majoritairement l'émission de 2 aldéhydes, l'acétaldéhyde et le formaldéhyde, et également la présence d'acide acétique. Donc voilà pour les résultats obtenus pour l'impression fil chaud. On a également conduit la caractérisation des émissions dans le cas de la photopolymérisation. Donc ce type de fabrication additive est réalisé à l'intérieur d'un bac qui va être rempli de résine pour conduire l'impression sous des rayonnements UV à 405 nanomètres. Donc vous voyez sur la photo à droite l'imprimante dont le bac de résine est rempli avec la pièce sur le plateau en haut à la fin de l'impression. Cette première étape est ensuite suivie d'une étape de rinçage à l'isopropanol et enfin une étape de polymérisation en chambre UV à 60 degrés qui permet d'obtenir la pièce que vous voyez en bas. Donc là également, on a conduit différents types de prélèvements, des prélèvements actifs qui nous permettent d'identifier les composés libérés et également une analyse en temps réel. Et puisqu'on est ici en présence d'un rayonnement ultraviolet, on a suivi également les concentrations en ozone à l'intérieur de l'enceinte de l'imprimante 3D. Donc voici les différents composés qui ont été identifiés sur les tubes de prélèvement actifs. Donc on a majoritairement la présence de composés oxygénés qui sont issus de la résine, avec la présence de méthacrylate et de certains dérivés, également des dérivés du propandiol, un des constituants de la résine. Par contre, peu d'informations sont présentes dans la fiche de données de sécurité, mais quand on est en présence de résine liquide, si les substances contenues dans cette résine sont volatiles, ils sont attendus, ils vont se vaporiser dans l'enceinte de l'imprimante. Donc on le voit ici sur le suivi en temps réel pour 2 impressions à base de deux résines différentes.
On a suivi différentes substances d'intérêt et le composé qui est en très forte concentration, c'est l'acrylate. Donc pour les deux résines, on retrouve ici en orange une très forte concentration d'acrylate à l'intérieur de l'enceinte de l'imprimante. Les 4 petits grands pics que vous voyez en début d'impression pour les deux expériences, correspondent en fait au passage de la raclette à l'intérieur du bac de résine de manière à homogénéiser la résine en début d'impression. On voit également la formation d'acétaldéhyde, d'acétone en plus faible quantité. On a également, donc je vous le disais tout à l'heure, suivi les concentrations en ozone à l'intérieur de l'imprimante 3D. Donc là, on n'est pas en évidence de forte concentration d'ozone pour cette longueur d'onde de 405 nanomètres. Il n'y a pas de formation d'ozone, que ce soit pour les phases d'impression ou pour les phases de polymérisation. Donc voilà, en conclusion, on a pu identifier un grand nombre de COV libérés lors de l'impression fil fondu, qui sont dans la plupart des cas les mêmes que l'on a déjà observés lors de la transformation à chaud de différentes matières plastiques. Par contre, dans le cas de la photopolymérisation, il faut surtout avoir l'information de les composants contenus dans la résine et que la FDS soit bien complétée. Et dans tous les cas, quel que soit le type d'impression 3D, surtout au vu des fortes concentrations pour la photopolymérisation, il est important de capoter et de ventiler ces espaces à pollution spécifique pour limiter les expositions des utilisateurs. Merci pour votre attention. Merci à vous, chère madame.